Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, le comédien Alban Ivanov sera avec nous, mais on a le bonheur d'être encore quelques minutes avec Guillaume Durand, qui vient nous présenter son livre Bande à part, portrait, on l'a vu, de personnalités poétiques, mais aussi de quelques grands noms du monde culturel, comme François Sagan, Julien Clerc, Francis Ford Coppola ou Françoise Hardy. Et alors, il y en a un qui, pour vous, n'a absolument aucun équivalent en France. Vous dites ni Delon, ni Belmondo ou Deneuve n'ont provoqué de tels attroupements. C'est Johnny. Johnny avec qui vous aviez un lien très particulier. J'ai pu revoir notamment une longue interview que vous avez fait avec lui qui a duré 40 minutes pour LCI, où vous étiez là sans notes autour d'un piano à discuter avec lui. Et on sent que vous aviez une vraie proximité, une vraie complicité même tous les deux, on peut le dire. Oui, ça a duré une partie de sa vie, puisqu'après il est parti aux États-Unis, donc vivre, vous le savez, à Los Angeles, et puis dans les îles, avec son épouse. Mais il y a une dizaine d'années où on s'est beaucoup vu, Villa Molitor, de l'autre côté de la Seine, de l'endroit où nous sommes. Le matin, on discutait, on faisait un peu des choses invraisemblables pour l'époque, comme prendre les voitures de sport et remonter les avenues à contresens. Donc c'est quand même un programme le matin que je ne conseille à personne, surtout dans le contexte actuel. C'était un garçon très intelligent, qui avait un rapport avec le public. Moi, la chose qui m'a marqué, c'est son enterrement. Je suis sorti de chez moi, il faisait très froid. Je remonte vers l'Étoile. J'habite dans une rue pas très loin. Je débarque sur les Champs-Élysées. On se gèle. Je descends à pied vers la Madeleine. Je pensais vraiment à lui. J'avais vraiment envie oui, j'avais quelques larmes aux yeux. Et là, je découvre 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Ouais. Et puis, j'arrive au milieu, dans les brasseries. Et un chanteur abandonné. Des milliers de personnes. Je sortais de ma salle de bain, en gros, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, en fait, ce que j'ai vécu comme amitié avec lui, les gens ont ressenti ça profondément, alors qu'à l'étranger, à Las Vegas, vous parliez de ça tout à l'heure, il était quasiment inconnu. Il a eu beaucoup de mal, il en souffrait. De ne pas réussir là-bas. Mais pour terminer là-dessus, arriver au pied de la Madeleine et voir que depuis Victor Hugo, il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue en France, c'était quand même quelque chose de très impressionnant, et qui disait énormément de choses sur la société française, parce qu'il y a quand même, dans la presse, beaucoup de gens qui considéraient que Johnny était quand même le type qui avait prostitué le rock'n'roll en France, en se transformant en variété. Et d'ailleurs, il est mort avec des orchestres de rock derrière lui, notamment l'orchestre de McCartney, à un moment pour justement dire le contraire et faire le contraire sur scène. Et un public qui contrastait beaucoup aussi entre ce qu'il y avait à l'extérieur et à l'intérieur de la Madeleine, où là c'était vraiment toute l'élite française qui était rassemblée. Oui, et puis on avait le sentiment qu'il commençait à démarrer les règlements de compte dans la famille. C'était très compliqué. Il faisait très froid aussi à l'intérieur. Mais ça a été une matinée éblouissante, et le type en lui-même était assez mystérieux aussi. Ouais. Hein. Et alors, vous nous offrez dans votre livre une anecdote que j'ai adorée. Vous êtes à New York, vous proposez à Johnny de vous retrouver à 20h pour dîner. Parce que j'étais crevé, évidemment, avec le décalage horaire. Et donc, vous l'appelez à 20h, on va dîner. Et là, qu'est-ce qu'il vous répond? Il me dit... si tu veux dîner à 20h, appelle Sardou. Et hop, il raccroche. C'est génial. C'est génial, ça. Et il finit par se pointer à 22h quand même. Oui, alors c'était dans un restaurant qui s'appelait Indochine, qui est un restaurant qui existe encore à New York, qui est un restaurant extrêmement chic, extrêmement branché, genre un peu Christopher Walken, les années 80, les types tous en Yamamoto noir. Ouais. Et lui, il était entièrement habillé en Crocodile Dundee. Il arrive dans le restaurant, mes enfants, parce que j'étais avec mes 2 enfants, avaient déjà avalé 3 kilos de nem. Et il était avec son préparateur physique qui, si ma mémoire est bonne, avait une espèce de gilet sans manches qu'on passait pour des dingos complets. Et lui, il vivait sur un bateau en dessous des Twin Towers, seul. Ah oui. Il s'était réfugié seul. Donc il y a quelque chose de poignant chez lui. Que faisait-il pendant des mois, des semaines, il est resté seul dans un bateau, avec des problèmes d'argent, au pied des Twin Towers, sans savoir exactement quel serait son destin avant de revenir massivement grâce à Camus
et son épouse qui a beaucoup aidé, etc. Problème d'argent, ça vous l'avez vu au moment de l'addition notamment? Oui, alors ça c'est des trucs comiques parce qu'on était un peu comme ça. C'est vrai qu'il lui commandait des bouteilles de vin invraisemblables. Et quand le serveur arrivait, je me souviens toute ma vie, mes enfants voulaient se coucher, ils n'en pouvaient plus après les nems. Et il disait, alors je sais pas ce que c'était, j'ai oublié, un château Margaux, et il disait, il regardait le type, et il disait, this wine is bouchonné. This wine is bouchonné. 4 fois this wine is bouchonné avec du château Margaux. Les additions chez Indochine, c'était 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 $. Évidemment, à bout de tout ça, il lui est une générosité exceptionnelle. On prend sa carte de crédit, elle ne marche pas. Après, il dit, tu pourrais me passer ta carte, je prends ma carte, elle ne marche pas. Et donc, c'est quelqu'un qui est passé par hasard, je ne vais pas donner son nom, etc., qui a donné sa carte de crédit pour nous sauver, pour qu'on évite de filer dans un commissariat, donc à Manhattan, qui a fini par régler l'addition. Mais c'était un personnage qui est retourné seul sur son bateau. Enfin, il était très émouvant, et en même temps, il y avait ce côté roi Lear, c'est-à-dire que c'était un personnage de pouvoir aussi, Johnny. Il a eu des entourages différents, il s'est fâché avec des gens, il s'est réconcilié avec des gens. Il fallait l'accepter, ça. Il fallait l'accepter, ouais. Et puis alors, vous dressez aussi un très beau portrait de celui qui semble dépasser tous les autres dans votre panthéon musical. David Bowie, alors pour lui, vous avez un grand regret, c'est que vous vous êtes trouvé très mauvais lorsqu'il est venu faire votre émission sur France 2, Trafic. Vous étiez pas dans un bon jour. Hein. Non, j'avais des problèmes personnels terribles, et puis il arrive, magnifique. Et moi, j'avais le cœur qui battait à 160, je sortais d'une clinique, enfin vraiment un truc invraisemblable. Les producteurs me poussent, je rentre dans le studio. Et donc on converse, je suis très mauvais, mais en fait dans le très mauvais, il restait d'abord lui live, mais surtout ce qui était le destin de cette émission et le destin de cette rencontre. Moi qui adorais cette génération, il faut savoir que ce sont quand même des gars du East End de Londres, comme Chaplin, les Bowie, comme McCartney, etc. Ce sont des prolos, ces types qui donnent l'image de l'aristocratie mondiale du rock. C'était vraiment des enfants de prolos, pas du tout des gens même de la middle class, qui n'est pas le cas des Stones. Par exemple, Jagger, il a fait la London School of Economics. Bref, le lendemain, il fait 2 concerts en Allemagne, et puis il disparaît. 10 ans. Seul Jérôme Solini de Rock & Folk a continué à converser avec lui. Visiblement, il a fait un malaise sur un de ses concerts en Allemagne, il devait aller aux Vieilles Charrues. On a cru que c'était une affaire de tendinite, et en fait, ça s'est révélé une affaire cardiaque. Puis derrière l'affaire cardiaque, il y a eu une affaire de cancer. Donc on l'a plus jamais vu. Mais de la conversation, j'ai retenu cette phrase qui évidemment me touchait beaucoup au moment des attentats de 2001, parce qu'il faut mélanger tout ça. Au moment des attentats de 2001 à New York, où il dit, il faut pas être trop existentialiste. C'est-à-dire que quand le drame est là, et il le vivait, et c'était un drame aussi pour le pays où il vivait, il a toujours essayé justement d'apporter une certaine forme de créativité dans cette musique, et une certaine forme de dignité. C'est aussi pour ça qu'on a choisi dans ma génération plutôt de se tourner vers l'Angleterre que vers Edith Piaf, dont on parlait tout à l'heure, parce que eux, c'était quand même les enfants de la bataille d'Angleterre, et donc on n'avait rien à leur reprocher, et ça m'a beaucoup touché. Guillaume Durand, absolument passionnant. Moi, je pourrais passer des heures à vous écouter, Guillaume, et je vous recommande vraiment de lire ce livre Bande à part, parce qu'il y a beaucoup de portraits passionnants de Claude Lévi-Strauss, on l'a dit, de David Bowie, de Francis Ford Coppola, de Julien Clerc. Ils sont tous rassemblés dans ce livre, et puis c'est aussi entre les lignes votre portrait qui se dessine, Guillaume Durand, celui d'une personne qui continue à s'interroger sur qui il est, et j'ai trouvé ça aussi très touchant. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Thomas. Au micro d'Europe 1.